Après le film documentaire consacré à Abdoulaye Fadiga, premier gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, cette nouvelle production vise à rappeler l'action menée par Alassane Ouattara, son deuxième gouverneur. Ces deux expériences à la tête de la BCEAO et du gouvernement ivoirien, conjuguées à celles acquises au sein du FMI, ont fait de lui un homme rompu à l'exercice du pouvoir d'État dont la conquête ne lui sera pas aisée. De toute évidence, son ascension n'aurait pas été possible sans des ressources morales, humaines et intellectuelles conséquentes. Des ressources grâce auxquelles il a également su mener des actions multiformes et de grande envergure en faveur des institutions ouest-africaines et de la Côte d'Ivoire. Ce documentaire nous raconte les grandes étapes de la carrière exceptionnelle d'Alassane Ouattara et son apport reconnu à la Banque centrale de la première union monétaire du monde. J'ai été recruté à la BCEAO, j'avais 31 ans et quelques années après, j'étais promu directeur des études, conseiller spécial du gouverneur. Donc, je faisais partie de la haute hiérarchie de la banque avec le gouverneur, le vice-gouverneur, le secrétaire général et moi-même comme la quatrième personnalité de la banque. C'était des années vraiment exaltantes. Le gouverneur Ouattara a apporté beaucoup, même si son mandat a été plus court que celui de son prédécesseur. Le président, aujourd'hui président, Alassane Ouattara, nous a apporté son immense contribution. Mais j'allais dire que c'est un surdoué, c'est un homme doué d'une intelligence exceptionnelle. Le président Ouattara est d'abord un leader, mais un leader qui a une vision. Quand vous mettez ces trois éléments ensemble, c'est-à-dire la compétence, l'intelligence et la vision, vous avez affaire à quelqu'un d'exceptionnel. Et l'Afrique a beaucoup de chance de l'avoir. L'Afrique, c'est quelque chose qui lui tient à cœur. Vous voyez, quand il était au FMI, par exemple, il demandait toujours, mais et la part de l'Afrique dans tout cela? Partout, à chaque fois, il voit toujours qu'est-ce que ça va donner pour l'Afrique, qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer. Et ça, je crois que c'est important. Alassane Ouattara naît le 1er janvier 1942 à Dimbokro, ville située dans le centre de la Côte d'Ivoire, à 240 km au nord d'Abidjan et à 80 km au sud-est de Yamoussoukro. Au moment de la naissance du petit Alassane, cette bourgade est alors le chef-lieu du cercle du Nsikomwe, qui fait partie de la boucle du cacao, une des régions les plus prospères de la Côte d'Ivoire. Dimbokro est également une des gares ferroviaires de la régie Abidjan-Niger, l'unique ligne de chemin de fer qui traverse la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara est le fils de Dramane Ouattara et de Hadja Bintou Cissé. Dramane Ouattara, le père d'Alassane, est à l'époque un notable et riche commerçant établi à son compte après avoir exercé la profession d'instituteur et d'agent dans une maison de commerce, la Compagnie française de l'Afrique occidentale, la CFAO. Il est descendant de la dynastie de Sékou Ouattara, empereur de Kong. Bintou Cissé, la mère d'Alassane, est la fille d'Ibrahima Cissé, planteur et riche commerçant aussi, originaire de Gbéléban, dans la région d'Odiéné. Au cours des premières années de son existence, Alassane Ouattara grandit donc dans un milieu familial plutôt favorisé et dans un environnement social propice à l'éveil intellectuel. Il habite en effet dans un quartier cosmopolite et ouvert à la modernité. El Hadj Dramane Ouattara, dont le mode de vie témoigne de la réussite sociale, est déjà militant du RDA, le Rassemblement démocratique africain, un parti interterritorial créé à Bamako en 1946, qui domine la vie politique en Côte d'Ivoire et chez plusieurs de ses voisins. Il est par ailleurs lié au président de cette formation politique, Félix Houphouët-Boigny, qui a servi à Dimbokro en tant que médecin de 1934 à 1936.
Nabintou, la plus jeune épouse de Draman, comprend très rapidement que l'éducation et l'avenir de sa progéniture dépendent d'abord d'elle-même. Elle décide de leur inculquer son éthique personnelle, empreinte de rigueur, de principes et de convictions. Elle dresse littéralement ses enfants, et plus particulièrement son fils aîné Alassane. Sa réussite conditionnant celle de ses cadets, il doit absolument être un modèle, et en cas d'écart de conduite, les punitions sont d'une extrême sévérité. Alassane apprend donc très tôt l'endurance. Sa mère tenait à le voir demeurer stoïque, fier et digne en toutes circonstances. En son âge mûr, l'économiste puis le politique surprendra plus d'un observateur par son calme devant l'adversité, par sa persévérance et par sa pugnacité. C'est certainement à sa mère Nabintou qu'il doit ces qualités qui lui seront très utiles dans les jours difficiles, au moment des combats qu'il aura à mener. En 1950, Alassane Ouattara quitte le giron maternel et se rend à Sindou en Haute-Volta avec son père, appelé par le devoir. Aux côtés de son père, dont il admire la lignée, il séjournera au cœur de l'ancien domaine des Ouattara et apprendra beaucoup là aussi. Alassane Ouattara obtient brillamment son baccalauréat en mathématiques élémentaires au lycée Philippe Zinda Kaboré de Ouagadougou en 1962, ce qui lui permet d'obtenir une bourse américaine pour poursuivre ses études supérieures aux États-Unis, à Philadelphie. Là, il s'inscrit d'abord au Drexel Institute of Technology, où il opte pour la gestion des entreprises. Il obtient en juin 1965 le diplôme de Bachelor of Science in Business Administration. Il est ensuite admis à l'Université de Pennsylvanie. Fondée en 1740, cette institution fait partie de la Ivy League, une association qui regroupe les 8 universités les plus anciennes, les plus prestigieuses et les plus sélectives des États-Unis. C'est donc un véritable centre d'excellence qui accueille Alassane Ouattara en 1965. Il y excellera à son tour au point d'obtenir un poste de chargé de cours une fois son diplôme de master en sciences économiques validé en 1967. Il fait son entrée au Fonds monétaire international à Washington l'année d'après, en avril 1968, en tant qu'économiste. Ces 4 premières années passées au FMI sont une expérience inestimable pour Alassane Ouattara. Il y perfectionne ses connaissances en matière de relations économiques internationales, de gestion monétaire, financière et macroéconomique, et enfin, il y affûte ses connaissances en matière de développement également. Au service du FMI, le jeune cadre sillonne le monde en tant qu'économiste. Il visite de nombreux pays et s'enrichit de leur expérience en matière de politique économique et financière à travers les diagnostics et recommandations formulées dans le cadre des missions effectuées. En mai 1972, Alassane Ouattara décroche un doctorat d'État en sciences économiques à la Wharton School de l'Université de Pennsylvanie. Il acquiert ainsi une stature d'expert qui lui vaut d'être recruté en août 1973 par Daniel Kabou, alors directeur général adjoint de la BCAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. C'est ainsi qu'Alassane Ouattara va se consacrer à l'Union monétaire ouest-africaine et à l'Afrique. Au moment où Alassane Ouattara entre à la BCAO, l'institution dont le siège est encore à Paris est alors engagée dans une vaste et profonde réforme. Je venais d'être nommé secrétaire permanent du comité de réforme. Cela a nécessité une mobilisation de tous les cadres de l'Union. Ces travaux aboutissent en définitive grâce à l'arrivée d'un homme venu du Fonds monétaire qui s'appelle Alassane Ouattara. J'ai rencontré le président Ouattara pour la première fois aux États-Unis. Sachez que la BCAO à l'époque avait son siège à Paris. Il y avait très peu d'Africains. En septembre 1971, on m'a affecté à Paris. Et quand je suis arrivé à Paris, la banque m'a envoyé à Washington pour suivre le cours d'analyse des politiques financières de l'Institut du Fonds monétaire international, qui était un cours très prestigieux à l'époque. Et le président Ouattara, qui était jeune économiste au Fonds monétaire, il y a un restaurant du Fonds monétaire et je l'ai rencontré pour la première fois au restaurant à midi, comme ça, nous sommes allés déjeuner et nous sommes présentés. Et quand j'ai fini ma formation donc, à l'Institut, je suis rentré à Paris en juillet 72.
et le président Ouattara est venu nous rejoindre à Paris. Voilà comment nous avons commencé cette belle aventure. Et puis, il va se passer un événement important. C'est la réforme de l'Union monétaire ouest-africaine. Après 10 ans de fonctionnement, il s'était avéré urgent d'adapter la politique et les institutions monétaires aux ambitieux programmes de développement initiés par les États. Ces vastes projets nécessitaient d'énormes ressources financières que le seul endettement extérieur ne pouvait prendre en charge. Il fallait donc une politique monétaire nouvelle, plus hardie que celle que permettaient les organes de l'Union monétaire créés en 1962. Alassane Ouattara participe alors activement à cette réflexion collective et son engagement s'observe à tous les niveaux de la réforme, de sa conception à sa mise en œuvre générale. Donc il y a eu une réforme de 73 à 75 qui a été quelque chose de décisif parce que comme je vous l'ai décrit, jusque-là les Africains n'étaient pas associés véritablement à la gestion de l'institution. Donc la réforme de 73 à 75 va permettre aux Africains de prendre en charge l'institution. Et c'est d'ailleurs comme ça, lorsque, après la mise en place de la réforme, le gouverneur Abdoulaye Fadiga a été nommé et qu'il était en train de constituer son équipe rapprochée, c'est comme ça que M. Alassane Ouattara, qui venait de quitter le Fonds monétaire pour rejoindre le siège de la BCEAO, est venu un peu en immersion, entre guillemets, à l'agence d'Abidjan, qui, comme vous le savez, à l'époque, pesait beaucoup au niveau de l'Union monétaire. Plus particulièrement, il s'implique dans l'élaboration et l'application de nouveaux instruments de la politique de la monnaie et du crédit. Alassane Ouattara participe donc surtout à l'élaboration de nouvelles règles d'intervention de la Banque centrale. Nomination d'Abdoulaye Fadiga. Il croyait dans les valeurs africaines, dans les hommes africains. Les Français ne donnaient pas cher de la peau de la BCEAO et de l'africanisation. Donc, ces personnalités-là avaient à cœur de prouver que l'Africain n'était pas un sous-homme par rapport à la gestion. Et le gouverneur Fadiga nous disait, je vous en supplie, prenez la banque comme si c'était l'héritage. Mais c'était ce terme, hein, comme si c'était l'héritage que vos pères vous laissaient. Vous devez relever, nous devons relever ensemble ce défi. C'était introduire le mouvement d'émancipation en vue de deux choses. 1. Africanisation. 2. Financement du développement. Il avait une vision extraordinaire. Il a dit que non, ce n'est pas normal. La banque a besoin. D'abord, il faut qu'elle vienne en terre africaine. Il s'est battu. Et très rapidement, dès 1974, il a lancé des concours d'architecture pour diriger ce siège-là à Dakar. Il avait un objectif, l'africanisation. Ce n'est pas les hommes seulement, l'africanisation des économies. Donc toute la politique monétaire devait tourner vers le financement du développement des pays africains ressortissants de l'UMOA. Voilà, c'était ça sa feuille de route. Et puis il nous a fait confiance. Les jeunes trentenaires que nous étions, il nous a fait confiance. Et il nous a nommés à la place de ces hauts fonctionnaires de l'administration française qui gérait la banque. En 1975, Alassane Ouattara devient conseiller spécial du premier gouverneur africain de la banque, Abdoulaye Fadiga. Avec lui, il travaille à l'africanisation de la banque, dont le siège est transféré à Dakar. Et c'est comme ça que Fadiga a découvert une petite équipe qui était déjà là, comme je vous l'ai dit, 1975, moi-même, Ouattara. Et qui va venir épauler le gouverneur Fadiga. Parce que lui, il va être le côté financier, puisque le gouverneur Fadiga était surtout économiste et avait souhaité avoir quelqu'un comme conseiller côté financier. Je croisais là ce jeune cadre un peu réservé, mais on sentait déjà qu'il avait de la personnalité. C'est quelqu'un qui m'avait frappé par sa courtoisie, sa mise, tout. C'est vraiment le banquier central par excellence. C'est un homme brillant et dont les résultats sont connus, en tout cas dans les actions qu'il a menées.
En février 1975, lorsque le gouverneur Fadiga nomme Alassane Ouattara conseiller spécial, il précise qu'à ce titre, il aura accès à toutes les informations et que toutes les directions sont tenues de les lui donner s'il les requiert. Il s'agissait là d'un signal fort adressé à toute la banque quant à l'importance du rôle qu'Alassane Ouattara était appelé à jouer au sein de l'institution. Nous continuons aujourd'hui de gérer la banque et les institutions comme il avait préconisé et comme il avait indiqué lui-même à un moment donné. Alassane Ouattara pouvait ainsi émettre des conseils avisés, participer aux activités stratégiques de la banque et aider à prendre des décisions efficaces et bien orientées. Il aura la lourde tâche de coordonner les réflexions menées pour définir les modalités des concours de la Banque centrale à l'économie et de mettre en place des procédures de financement adaptées aux besoins des États. Il fallait qu'on démontre aux yeux du monde entier que nous étions compétents et que nous étions en mesure de gérer une banque centrale. Les gens ne s'imaginent pas tout le saut qualitatif qui a été fait. À l'époque, les gens se disaient que les Africains peuvent à la rigueur piloter des avions, mais gérer la monnaie est quelque chose de mystérieux, que ce n'est pas possible. Donc, notre génération a mis l'accent sur le travail et la compétence. Nous avons beaucoup travaillé. Et c'était le cas du président Ouattara. De février 1975 à décembre 1982, l'ampleur de la tâche accomplie par Alassane Ouattara en tant que conseiller spécial et directeur des études est considérable. Cette contribution lui vaudra d'être nommé vice-gouverneur en décembre 1982. Mais il ne restera que peu de temps, à peine 2 ans dans ses nouvelles fonctions, qu'il quitte en octobre 1984 pour rejoindre à nouveau le FMI. Il retrouve Washington comme directeur de département Afrique au Fonds monétaire international. Sa plus grosse direction puisqu'elle regroupe 50 États membres sur les 150 que compte l'institution. Le président Ouattara est arrivé comme directeur du département Afrique du Fonds monétaire international en 1984. Pour nous, jeunes Africains à l'époque qui étions au Fonds monétaire, c'était une très grande fierté d'avoir un Africain arrivé donc à la tête du département Afrique dans un contexte très difficile. Le Fonds monétaire et moi-même étions heureux d'avoir la collaboration d'un tel expert et d'un tel personnage. Mais pour bien, je crois, comprendre son arrivée au Fonds monétaire, il faut vraiment situer le contexte. À l'époque, il y avait une crise économique mondiale. Les pays africains subissaient de plein fouet cette crise et effectivement, le département Afrique d'alors était sur la sellette. Et donc, le Fonds monétaire cherchait un homme avec la capacité de pouvoir conduire le soutien aux réformes dans les pays africains, donc quelqu'un qui avait bien sûr une très grande maîtrise des questions de développement économique, des questions monétaires, des questions financières, et quelqu'un qui avait effectivement également les qualités pour pouvoir conduire toute une équipe. Et donc le Fonds monétaire a trouvé en la personne du docteur Alassane Ouattara la perle rare pour diriger le département Afrique. En effet, il y a eu, au début des années 80, une grave crise financière et qui était largement liée, cette crise, à l'excès d'endettement des États. Le président Ouattara, lorsqu'il est arrivé, effectivement, très vite, il a imprimé sa marque. Il a rapidement réorganisé le département Afrique pour plus d'efficacité. Il a refocalisé le département pour une plus grande attention au soutien aux réformes des pays africains. Il a intensifié le dialogue avec les autorités africaines pour justement faciliter le processus de mise en œuvre des réformes difficiles qu'il fallait faire pour sortir les pays africains de cette situation. Il a également dynamisé au plan international donc les initiatives pour pouvoir justement avoir de la part des partenaires beaucoup plus de soutien financier pour les pays africains, notamment en matière donc d'allègement de dettes. Il a été un avocat extrêmement actif. Toutes ces réformes, toutes ces actions ont fortement contribué d'abord à limiter donc la dégradation économique. Donc ça a été, je crois, un rôle majeur qu'il a joué
Et je crois que d'ailleurs c'est compte tenu donc de toutes ces performances qu'en 1987, il a été nommé, donc en plus de ses fonctions de directeur du département Afrique du Fonds monétaire, il a été nommé conseiller du directeur général du Fonds monétaire international. À ce moment-là, nous étions à la fin des années 80, il y avait une sorte de rupture de relations entre le Fonds monétaire international et les pays en développement. Ces pays étaient souvent dans des situations quasiment désespérées. Plusieurs d'entre eux étaient en situation de faillite, d'autres étaient étranglés par le poil d'Ardenne. Et malheureusement, le Fonds monétaire ne disposait pas de la possibilité de les aider, si ce n'est en leur faisant, avec des conditions sévères, tellement leur situation était difficile, en leur faisant des prêts à des taux d'intérêt favorables, mais qui ajoutaient à leur dette. C'est dans ce contexte difficile et particulièrement préoccupant pour la zone que le gouverneur Fadiga s'éteint à Dakar le 11 octobre 1988. Nous étions tous en deuil, mais la question d'après se posait. Qui va pouvoir reprendre ce flambeau-là et puis continuer le combat que nous avons commencé? Qui c'est qui va venir? Je ne suis pas sectaire, mais je me disais, j'espère qu'on ne va pas nous amener quelqu'un de l'extérieur. Et on savait que ça ne se posait pas pour d'autres États, c'est à l'intérieur de Côte d'Ivoire que la solution doit être trouvée. Donc on était dans cette supputation jusqu'à ce que fuite un peu le nom d'Alassane Ouattara. Nous sommes en octobre 1988. Alassane Ouattara est alors directeur du département Afrique du Fonds monétaire international, basé à Washington. Il est à bord du vol Air Afrique en provenance de New York, qui doit décoller de Dakar pour Abidjan. La délégation de la BCAO qui le trouve à bord pense qu'il se rend comme eux aux obsèques du gouverneur Fadiga. Après l'enterrement d'Abdoulaye Fadiga à Mans en Côte d'Ivoire, le président Félix Houphouët-Boigny n'a d'autre choix que de lui trouver rapidement un successeur expérimenté et qui connaisse bien l'institution communautaire pour la prendre en main efficacement, surtout en cette période sensible. Le 28 octobre 1988, Alassane Ouattara est nommé gouverneur de la BCAO. La nouvelle est bien accueillie. Elle rassure le personnel de la BCAO qui s'était brutalement retrouvé privé de son premier responsable. Donc ça a commencé personnellement à m'apaiser. D'abord sa forte personnalité et puis bon, ce qu'il avait été quand même pour la Banque centrale, hein, c'était quand même l'éminence grise. Démarche de gentleman s'exprimant avec calme sur un ton pondéré. L'homme passe pour être un travailleur infatigable et efficace. Le président Houphouët-Boigny lui demande de prendre la succession d'Abdoulaye Fadiga. Il prête serment le jeudi 22 décembre 1988. Les maîtres mots de son action sont assainissement et rénovation. Notre système bancaire est malade, affirme-t-il sans détour. Les pays africains sont tributaires des prix des matières premières. C'est l'éternel constat qui s'est encore dégagé des entretiens que le directeur général de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, M. Alassane Ouattara, a eu à Bamako avec le président en exercice de l'Organisation de l'Unité africaine, le général Moussa Traoré. Ce phénomène, ont constaté les deux interlocuteurs, pèse sur la situation d'ensemble des économies africaines et sur leur situation monétaire. M. Ouattara a fait des propositions concrètes au général Moussa Traoré pour l'assainissement des économies africaines. J'ai indiqué au chef de l'État qu'il était important, dans une telle conjoncture, de redoubler d'efforts, d'assainir le système bancaire et de mettre l'accent sur la reconstitution des avoirs en devise de la Banque centrale. C'est avec beaucoup de soulagement qu'il a été accueilli, parce qu'on a senti quelque part la continuité d'une action. Quand Ouattara est arrivé, c'est le speed. Il est très speed, très rapide. Pour le gouverneur Ouattara, il faut aller vite et bien,
parce que c'est ça qui permet l'efficacité. Il est convaincu qu'en très peu de temps, il faut faire beaucoup de choses avec beaucoup de résultats, surtout pour des pays qui sont en développement et dont les économies doivent émerger le plus rapidement possible. Donc, il fallait gérer le temps, il fallait gérer la méthode, il fallait arriver à des résultats. Ce que j'ai retenu chez lui, vraiment, le peu de temps où j'ai servi, c'est un homme très méthodique. C'est vraiment le grand organisateur, très moderne, organisateur, va vite, va à l'essentiel. C'est le nouvel management. Lui, c'est le saut qualitatif en matière de politique monétaire. Donc, son apport a été très significatif que vraiment la Banque centrale devienne une banque moderne en ce qui concerne la gestion des différents instruments de politique monétaire, gestion des avoirs extérieurs, gestion des liquidités. Au-delà des dirigeants des États de l'Union monétaire ouest-africaine et du personnel de la BCEAO qui approuve le choix porté sur Alassane Ouattara, son profil rassure également le monde économique et le secteur bancaire. Je souhaitais tout simplement résumer, dire que la situation économique actuelle du continent et plus particulièrement de nos pays est difficile. Elle continuera de l'être pendant encore quelques années, qu'il n'y a pas de remède magique. En période de difficulté, il faut accepter de ramener les dépenses au niveau des recettes. Ça, c'est le premier élément de l'ajustement économique. Au niveau de la monnaie, il faut s'assurer que la création monétaire va dans les secteurs productifs, qu'il n'y a pas de création monétaire pour financer tout simplement la consommation, mais pour financer l'investissement. Et nous nous efforçons à le faire. Quand on a une monnaie convertible comme la nôtre, nous essayons également de ne pas ignorer l'extérieur. Il faut avoir une politique monétaire suffisamment raisonnable pour éviter les fuites de capitaux. Il faut donc une politique de taux d'intérêt suffisamment active, et c'est ce que nous avons mené depuis un an. Et troisièmement, que nous ne devons pas ignorer la communauté internationale et nous devons être appuyés dans nos efforts par cette communauté. Le président Ouattara et moi-même avons eu à exercer des responsabilités importantes dans des moments difficiles et où l'un pour l'autre, probablement, nous avons été un soutien, précisément par l'estime que nous avions l'un pour l'autre, sans que ceci nous fasse exercer je ne sais quelle complaisance de l'un par rapport à l'autre. Non, mais ensemble, nous avons regardé l'histoire de ce coin de l'Afrique qui n'est pas petit et qui a beaucoup souffert. Et ensemble, nous avons regardé, puisque j'étais responsable d'une institution mondiale, les problèmes du monde en développement en particulier. Sous l'impulsion du nouveau gouverneur Alassane Ouattara, la Banque centrale fait peau neuve. Dans un contexte de déficit public généralisé avec un bilan détérioré et un compte d'opération sans réserve de change, elle est obligée d'assainir son fonctionnement. Dans les années 80, les cours de certains produits massivement transformés en Occident, comme le café ou le cacao, se sont brutalement effondrés. L'arrivée sur le marché de producteurs, comme la Malaisie pour le cacao, en est partiellement responsable. Et l'Afrique, moins productive, est plutôt mal placée dans la compétition avec l'Asie et l'Amérique latine. Entre la traite de 1978-79 et la traite de 61-80, nous avons perdu, rien que sur le cacao, 82 milliards. Et le café, 50 milliards. Mais il y a la baisse sur toutes les autres matières premières, que ça s'agisse de coton, de l'huile de palme, de coco. Nous avons donc été pénalisés. Ces chutes de cours ont encore aggravé la situation économique de pays déjà mis à mal par une dette en augmentation constante. N'oubliez pas que pendant ce temps également, n'est-ce pas, nous sommes entrés dans la période des ajustements structurels. Cri d'alarme donc pour l'Afrique hier à Washington. Selon le comité de développement du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, les pays au sud du Sahara sont menacés par un désastre économique, politique et social sans précédent. La politique de la Banque centrale qui était à l'époque le financement du développement. Donc on a financé
Donc on a dû consolider le bilan de la Banque centrale. Les avances directes aux États et la forte dégradation du portefeuille des banques commerciales avaient beaucoup contribué à la détérioration du bilan de la Banque centrale. La BCEAO est une banque centrale. La BCEAO ne peut pas résoudre les problèmes structurels, mais c'est elle qui peut assurer aux investisseurs, aux institutions de développement, qui peut leur assurer que l'environnement monétaire local est propice à ces actions. Au lieu de la monnaie au service du développement, c'était le thème majeur, n'est-ce pas, de Kabou, Kodjo, Fadiga, le financement du développement. Bon, maintenant non, on dit c'est pas la monnaie qui finance le développement, c'est l'épargne qui finance le développement. Donc conduisons une politique monétaire d'incitation à l'épargne, donc par les taux d'intérêt, n'est-ce pas, et par l'accès au marché, comme tout le monde, l'unification des marchés monétaires. Ces réflexions amènent Alassane Ouattara, devenu gouverneur de la BCEAO, à imprimer une orientation plus orthodoxe à la gestion monétaire. Dans ce cadre, renforcer la supervision et le contrôle des établissements de crédit a contribué à limiter les effets néfastes de la crise bancaire des années 80. L'apport du gouverneur Ouattara dans ce domaine, c'est d'avoir amélioré la supervision bancaire, la supervision et le contrôle bancaire. L'Union monétaire se donne donc les moyens de mieux organiser la profession bancaire et de renforcer le contrôle des banques et établissements financiers. Ainsi, le 24 avril 1990, la convention régissant la commission bancaire de l'UMOA est signée. Une innovation majeure à l'époque. Grâce au gouverneur Alassane Ouattara, l'UMOA a été le précurseur d'une telle initiative. Une supervision désormais régionale est donc beaucoup plus efficace pour circonscrire les risques liés à l'activité du système bancaire et financier de la zone UMOA. Faire de telle sorte que les banques deviennent résilientes, qu'elles aient une politique de risque beaucoup plus appropriée dans un environnement économique qui n'est pas suffisamment développé, et surtout permettre au système bancaire de pouvoir mieux connaître leur clientèle et de pouvoir mieux gérer les crédits qui sont concentrés en les orientant vers les secteurs productifs pour que la croissance soit maintenue, en tout cas accélérée. Par cette série de mesures d'assainissement supranational du système bancaire et financier, l'Union se donne aussi les moyens d'assurer une meilleure protection des déposants, car beaucoup parmi eux avaient souffert de nombreux préjudices causés par des banques mal gérées ou en faillite. Nous avons des instruments plus souples pour que les crédits d'investissement soient mis en place plus rapidement et que le financement ne pose pas de problème. Mais il ne faut pas désencadrer globalement. Il faut savoir quel est le montant du crédit compatible avec l'activité économique d'une part et avec les objectifs de politique monétaire d'autre part. Le fait que le système bancaire applique des normes qui sont mondialement reconnues leur a permis d'avoir beaucoup plus de correspondants et de pouvoir mieux affronter les problématiques de distribution du crédit, de gestion des risques et en un mot, d'être plus résiliente. D'une réforme à l'autre, allant de celle de 1973 à celle de 1989, au sein de la BCEAO et au cœur de l'Union monétaire ouest-africaine, en alternance avec 2 séjours au FMI, Alassane Ouattara devient un expert économique et monétaire de premier plan. Son expérience acquise sur le terrain en Afrique de l'Ouest lui permet de jeter un regard nouveau et différent sur la politique menée par le FMI dans les pays en développement et de proposer des solutions originales pour améliorer l'efficacité des plans d'ajustement structurel et renforcer l'appui de cette institution aux pays les plus pauvres. Alassane Ouattara m'a aidé à réfléchir, à analyser les situations, et nous en sommes venus ensemble, mais sous cette suggestion, à l'idée qu'il fallait créer un instrument qui nous permettrait de prêter de l'argent, parce qu'on n'y a pas donné, au taux zéro. Nous avons monté cela avec Alassane,
Je n'aurais pas pu le faire avec qui que ce soit d'autre. Les déséquilibres macroéconomiques observés, notamment les déficits publics massifs, financés en partie au moyen d'une sollicitation excessive de la monnaie centrale, font prendre conscience à Alassane Ouattara des limites de la politique monétaire dirigiste menée par l'UEMOA depuis 1973. Ces difficultés lui font également réaliser la nécessité d'une plus grande indépendance de la Banque centrale vis-à-vis des États. Par ailleurs, conscient de l'accélération de la régionalisation et de l'émergence progressive des grands blocs économiques, le gouverneur Ouattara engage des réflexions sur l'intégration économique des pays de l'UEMOA. Il obtiendra l'accord de la conférence des chefs d'État pour consolider l'union monétaire existante et la faire évoluer vers une union économique. Les ministres des Finances et les hauts responsables des institutions de l'UEMOA et l'Union monétaire ouest-africaine vont se retrouver dans la dernière semaine de ce mois de septembre à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour l'Assemblée générale annuelle de l'Union. L'organisation, qui a pour ambition d'élargir le cadre de ces actions, compte se transformer en une union économique et monétaire pour mieux participer à l'intégration de la zone sanitaire renforcée dans l'ensemble ouest-africain. Beaucoup de pays actionnaires du Fonds monétaire considéraient que ça suffisait comme ça et que si on veut rétablir ces pays, eh bien, austérité. Avec Alassane Ouattara notamment, nous nous sommes rendus compte que ce n'était pas possible, qu'il ne fallait pas imposer à ces populations des sacrifices supplémentaires. En revanche, que si nous trouvions le moyen d'effacer cette dette, alors il faudrait que ce soit dans des mécanismes tels que dès le lendemain, elles ne se reproduisent pas. Alors ça a été une longue agonie. Notre travail pour y parvenir a duré plusieurs années. Le prix des denrées augmente et le salaire qui diminue. Ce n'est pas fait pour arranger les choses. Alors qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Ben, je ne sais pas. Peut-être que ça peut déclencher un mécontentement, c'est possible. Tout peut arriver. Les matières premières, les prix avaient chuté, le dollar s'était réévalué. Tout allait mal dans le pays d'ailleurs. C'est tout ça qui a entraîné après la crise politique en Côte d'Ivoire. Et sociale. À l'époque, en effet, nous sentions ensemble cette crise de la dette monter et Alassane Ouattara a joué parfaitement son rôle de gouverneur, usant de toute son influence pour éviter tous les débordements possibles et faire en sorte que l'intégrité de la BCEAO dans la famille d'une Banque centrale mondiale soit reconnue sans la moindre réserve. Je l'ai vu faire ce travail, je l'ai vu conseiller les pays. Ainsi, soucieux du rayonnement de la BCEAO, le gouverneur Ouattara s'applique à en optimiser les outils. L'objectif, rendre l'institution plus efficace pour agir en faveur des économies et des populations de l'UEMOA. Bien sûr, on avait déjà noté la modernisation de la gestion des instruments de politique monétaire. Je crois que ça, c'était important. Mais en plus, il y a eu l'assainissement du secteur bancaire, qui était une préoccupation à l'époque, avec toutes les difficultés que ce secteur connaissait. Mais il y a une partie de l'œuvre du gouverneur Ouattara qui n'est pas bien connue. C'est sa contribution déterminante dans la formation des élites de la Banque centrale, qui étaient appelées à prendre le relais et à continuer à donner à cette institution toute l'efficacité et surtout tout le rayonnement qu'il fallait pour une banque centrale de 8 pays en voie de développement et dont les économies devaient prendre beaucoup d'essor pour améliorer significativement les conditions de vie des populations. On travaillait, non seulement nous travaillions, nous tenions nos directions, mais nous dispensions aussi des cours au COFEB. Le président Ouattara dispensait des cours, moi aussi je dispensais des cours pour former nos jeunes cadres. Alors cette formation, elle a été à la fois efficace et elle a donné de bons résultats. Et nous avons appris à travailler, nous n'avons fait que ça, Donc c'est pas surprenant
que président de la République il continue à travailler et à malmener ses ministres comme il le fait. Parce qu'on ne sait pas faire autre chose que ça. Les ambitions du gouverneur Ouattara pour la Banque centrale et l'UMOA étaient donc vastes et prometteuses. Mais il n'aura pas le temps de mener à bien tous les projets qu'il envisageait de réaliser. Appelé par le président Félix Houphouët-Boigny, le docteur Alassane Ouattara dut encore une fois répondre à l'appel du devoir et se rendre au chevet de l'économie ivoirienne en crise, laissant le soin à ses successeurs de poursuivre les chantiers initiés. En l'occurrence, Charles Konan-Banny qui dans un premier temps sera nommé gouverneur de la BCEAO par intérim le 4 décembre 1990. Je voudrais donc remercier en votre nom le gouverneur et lui dire que nous avons apprécié tout ce qu'il a fait jusqu'à présent. Il a fait beaucoup en très peu de temps. Et nous lui savons gré d'avoir fait cela. Je voudrais également lui renouveler tout notre appui, notre soutien pour l'œuvre qu'il a accomplie et lui dire que nous sommes persuadés que les qualités qu'il a démontrées, que toute la nation ivoirienne découvre, mais pas nous, puisque nous le connaissons, ces qualités-là, nous en sommes fiers. Le départ du gouverneur Ouattara a été ressenti d'abord dans un premier temps comme une mission inachevée parce qu'il avait entrepris des réformes importantes. Certaines avaient déjà été mises en œuvre, d'autres par contre n'avaient même pas encore tout à fait commencé ou étaient en cours. C'est d'un palais présidentiel sous haute surveillance que le vieux président Houphouët-Boigny a délivré à la télévision un message à la nation. En résumé, il faut apprendre à vivre au-dessous de nos moyens, a-t-il dit aux Ivoiriens. Des mesures qui ne sont pas du tout du goût des Ivoiriens, 40% de moins dans une paye déjà ridicule, de quoi révolter plus d'un Ivoirien. Cette persistance de la crise politique et sociale est en partie liée aux propos tenus par le chef de l'État lors de son message à la nation du 15 mars 1990. Mais cette fois-ci, plus personne ne croit que le pays va sortir du tunnel. La Côte d'Ivoire est en cessation de paiement, les prix augmentent partout et les grèves tournantes affectent des secteurs clés de l'économie. Quand le président Houphouët-Boigny l'a rappelé auprès de lui pour parler d'économie, et je vous assure que maman ne voulait pas. La maman ne voulait pas du tout. Elle ne voulait pas. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi. Ma mère, elle disait ça parce que elle avait le pressentiment que avec le président Houphouët que ça n'allait pas bien se passer. Elle avait ce pressentiment-là. Elle ne voulait pas que Alassane vienne dans la politique. Elle ne voulait pas. Mais l'homme propose, Dieu dispose. Mais elle lui a donné ses bénédictions. Lorsque le président Félix Houphouët-Boigny fait appel au gouverneur de la BCEAO, c'est un homme affligé qu'Alassane Ouattara rejoint Abidjan en ce début du mois fatidique d'avril 1990. Il se confiera en ces termes. « Un jour, il m'a fait venir de Dakar. Je l'ai trouvé seul, tout seul et triste. Je garde encore cette image. Il m'a proposé de rentrer au pays pour l'aider. J'ai accepté quelque temps après, parce qu'un fils ne peut pas voir son père dans cet état et rester inactif. » Il a été un des enfants de Houphouët-Boigny et il s'est comporté comme un enfant digne de ce nom dans la gestion de la Côte d'Ivoire. C'est un insigne honneur que le chef de l'État me fait en me nommant président du comité interministériel chargé de la mise en œuvre du programme d'ajustement économique et social. Je vais y consacrer toute mon énergie et la plus grande partie de mon temps, puisque je demeure dans mes fonctions de gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest à Dakar. Notre pays traverse de très graves difficultés depuis quelque temps. J'ai proposé au chef de l'État la suspension, donc une pause dans la mise en œuvre des mesures qui ont été annoncées ces derniers jours. Ainsi, d'avril à novembre 1990, en tant que président du comité interministériel de la coordination du programme de stabilisation et de relance économique,
Alassane Ouattara tente de résoudre la crise financière provoquée par la chute des cours de matières premières et par le poids de la dette extérieure. Le comité interministériel de coordination a travaillé d'arrache-pied au cours de ces 4 dernières semaines. Les négociations ont repris avec le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Les représentants de ces 2 institutions se sont accordés sur les objectifs du programme et sur les mesures que le gouvernement doit mettre en œuvre très rapidement pour réduire les déséquilibres financiers de notre pays, assurer la stabilité de l'économie et réduire progressivement le taux de chômage. Vous avez entendu le jeune et brillant gouverneur Alassane traiter avec compétence et sérieux le problème auquel nous nous trouvons malheureusement confrontés, le problème de notre développement économique et social. Il a traité avec une hauteur de vue que nous devons non seulement comprendre les uns et les autres, mais soutenir de notre compréhension, de notre confiance. Nous devons tous faciliter la tâche aux membres du gouvernement. À cet égard, il est indispensable de les laisser travailler, je dirais de nous laisser travailler, pour mieux juger notre action. Et je salue le président qui a été un homme de conception, un homme de réalisation de la vie d'un pays. Et souhaitons que continue de servir la Côte d'Ivoire avec respect, dignité et considération. Le 7 novembre 1990, Alassane Ouattara est nommé par le président de la République, Félix Houphouët-Boigny, à la fonction de Premier ministre de Côte d'Ivoire qui a été créée à la suite d'une modification de la Constitution. Il est le premier à exercer la fonction de Premier ministre de Côte d'Ivoire de 1990 à 1993, période pendant laquelle il assainit les finances publiques du pays et relance l'économie au prix d'une politique de rigueur budgétaire. Les dernières mesures prises dans ce cadre et qui visent à limiter la sortie du franc CFA afin de freiner la fuite des capitaux commencent à porter leurs fruits, notamment en Côte d'Ivoire, où les ministres des Finances feront le point sur l'ensemble des restructurations économiques en cours. Je pense que le gouverneur de la BCEAO a eu l'occasion de le dire que les sorties de capitaux ont beaucoup influencé les difficultés financières de nos États. Je dirais qu'elles ont été aggravées par ces sorties dont le rythme a doublé depuis un an. Pour la Côte d'Ivoire seule, nous sommes passés à un rythme mensuel de 5 milliards de rachats de billets à 10 milliards de rachats de billets par mois. Ceci est intolérable. À un moment où nous essayons de faire toutes les économies nécessaires, où nous essayons de mobiliser l'épargne, de favoriser l'investissement, de développer la privatisation pour attirer les capitaux, ne pouvons pas laisser sortir nos capitaux. De manière générale, les mesures concernées visaient à assurer la viabilité financière des États. Aussi, pour mettre un terme à cette évasion massive de capitaux, la BCEAO prendra la décision de ne plus racheter auprès de la Banque de France les billets en circulation en dehors de la zone UEMOA. Les résultats obtenus à ce jour en matière d'assainissement témoignent à la fois de la pertinence des mesures prises à cette époque par le gouverneur Ouattara et de la détermination avec laquelle elles ont été mises en œuvre. J'ai eu l'occasion de vous faire part des premiers progrès accomplis sur la voie de notre redressement économique. Comme Premier ministre, je me ferai un devoir de vous tenir informé de ce que nous aurons pu faire de plus. Chaud de poignée de main, sourire, bref échange entre le président Houphouët-Boigny et le directeur général du FMI, c'est le signe apparent qu'aucune ombre ne plane sur la relation entre la Côte d'Ivoire et l'institution financière internationale. J'ai pris ma canne et mon chapeau et ma cellule de pèlerin mendiant et j'ai été faire le tour des grands pays en leur disant je dois faire ça si nous voulons sauver ces pays dans une extrême détresse.
je passe sur ce travail qui n'a pas été facile. Nous y sommes arrivés. Et grâce à cela, nous avons réussi à dépanner déjà un grand nombre de pays et rendu espoir à d'autres. La situation monétaire et l'Union monétaire ouest-africaine se portent mieux, mais il faut que les efforts de restructuration et de rénovation en matière de politique monétaire se poursuivent et s'intensifient. Mais je dois dire qu'Alassane Ouattara, et je crois que ceci est à l'honneur de l'Afrique et pas seulement de la Côte d'Ivoire, a joué là un rôle de tout à fait premier plan. Pour réussir cette deuxième phase de son plan de relance, le gouvernement Ouattara compte donc sur ses nouveaux atouts. L'allègement des contraintes fiscales et administratives, auquel s'est ajouté en mars le soutien politique renouvelé du président Houphouët-Boigny à son Premier ministre. Et cette fois, les investisseurs étrangers commencent à y croire. Le programme de stabilisation et de relance économique mis en œuvre finit par assainir les finances publiques et redonner confiance aux bailleurs de fonds. Ces partenaires étrangers font confiance à la Côte d'Ivoire. Ils viennent mettre leur argent dans ces entreprises. Il faut leur donner la gestion pour la bonne rémunération de leurs capitaux. Et puis à terme, ces entreprises, ces groupes verraient l'avantage pour les citoyens qui auront les moyens de prendre la relève graduellement. Tout ceci porte la marque de l'actuel président de Côte d'Ivoire et je suis très très heureux d'avoir eu l'occasion de le dire. Bien que les fruits des sacrifices qui ont été acceptés depuis 3 ans ne vous semblent pas encore perceptibles, ceux-ci ont permis d'arrêter la dégradation de notre économie. Néanmoins, il faut poursuivre les efforts pour obtenir la relance économique et le mieux-être de nos compatriotes de façon durable. Là encore, Alassane Ouattara n'aura pas le temps de poursuivre ses efforts et mener à bien ses ambitions pour la Côte d'Ivoire. La santé du président décline et les hostilités et rivalités qui le marquent le plus proviennent de son propre camp, le PDCI-RDA. Un autre chapitre de sa vie commence alors, certainement le plus difficile de son existence. Les signes que tout va très mal, Houphouët-Boigny a accusé les médias et les journalistes étrangers de s'intéresser plus à l'après-Houphouët qu'à autre chose. Mais après de 90 ans et 30 ans au pouvoir, l'Ivoirien aussi s'interroge avec inquiétude sur l'après-Houphouët et des lendemains qui risquent d'être fort agités. Mes chers compatriotes, nous venons d'apprendre ce matin l'information la plus cruelle de notre histoire nationale. Notre chef d'État bien-aimé n'est plus. La Côte d'Ivoire, toutes ses filles et tous ses fils se sentent orphelins. En Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny s'éteint le 7 décembre 1993. Henri Konan Bédié, celui que l'on surnommait le Sphinx pour sa discrétion, a fait mentir sa réputation et ses biographes. Il s'est en effet lui-même proclamé président de la République dès hier soir à la télévision. Sous la présidence du Premier ministre, chef du gouvernement, M. Alassane Dramane Ouattara, le Premier ministre a informé le gouvernement que suite à la saisine de la Cour suprême dès le 8 décembre 1993, en vue de constater la vacance de la présidence de la République, le gouvernement du président Félix Houphouët-Boigny cesse ses fonctions dès ce jour, jeudi 9 décembre 1993. Novembre 1994, Konan Bédié est en campagne. Il est sûr de l'emporter. Pourtant, le 13 décembre, il fait voter une loi électorale qui exige que les candidats soient ivoiriens de naissance, ainsi que leurs parents. Le développement de ce concept d'ivoirité avait ainsi pour seul but d'empêcher la candidature d'Alassane Ouattara. Et pourtant, comme le disait le président Félix Houphouët-Boigny lui-même, il a des frères députés avec la même filiation. La nationalité ivoirienne de sa fratrie n'a jamais été remise en question. Au décès du président Houphouët, ce qu'on ne voulait pas, c'est arrivé.
Bon, heureusement que mon frère, bon, c'est quelqu'un qui est très sage. Il est très mûr d'esprit. Il n'a pas voulu qu'il y ait vraiment un bras de fer entre lui et le président Bédié. Donc, il a préféré se retirer pour que l'enterrement du président Houphouët se passe vraiment dans le calme, quoi. C'est vraiment dommage qu'il y ait eu tout ça. C'est vraiment dommage parce que le pays était bien parti, hein. Je crois que de 90 à 93, nous avons mené une gouvernance qui était en train de transformer profondément le pays. Et puis, le décès est venu, et puis il n'y a pas eu d'entente véritable, il y a eu tous ces problèmes-là. S'il n'y avait pas eu tout ça, pensons que 5 ans après, plus tard, le pays aurait connu vraiment un développement fulgurant, puisqu'on avait assaini vraiment la gestion du pays à l'époque, compte tenu de toutes les mesures que nous avons eu à prendre. C'est vraiment dommage qu'il y ait eu tous ces malentendus. C'est un monsieur qui nous a tout donné. On ne savait pas un jour qu'il allait devenir un homme politique, hein. Il était un banquier. Il est parti vraiment la tête haute. Alassane Ouattara était donc disponible. Je lui ai demandé immédiatement de me rejoindre de nouveau au Fonds monétaire pour devenir tout simplement un de mes 3 adjoints. Alassane Ouattara nommé directeur général adjoint du Fonds monétaire international. C'est la télévision ivoirienne qui l'a annoncé hier soir, tandis qu'à Washington, des sources monétaires confirment la restructuration de l'organigramme du FMI par la création de 3 postes de directeur adjoint qui seront confiés à un Américain, un Asiatique et un Africain. Les 5 années qu'Alassane Ouattara passe au FMI en tant que directeur général adjoint sont particulièrement riches d'enseignements pour lui. Il a sous sa responsabilité plus de 80 pays. Il est aussi chargé de suivre la mise en œuvre des programmes du FMI dans les pays émergents et remplace le directeur général Michel Camdessus lorsque celui-ci est absent. Et avec lui, avec un professeur de MIT, avec 2 autres remarquables collaborateurs, nous avons constitué ce que le personnel du Fonds monétaire appelé The Golden Team. Nous avons pu faire face à la crise dramatique du Mexique, la transition de l'Union soviétique vers 15 démocraties de marché, puis est venue la crise asiatique à la fin des années 90, et là aussi, appliquant les mêmes méthodes, avec le soutien de cette équipe formidable, le travail a pu être fait. Alassane, you have helped us realize the good that humanity can achieve when joining forces on the basis of integrity, mutual respect and friendship. Alassane Ouattara quitte ses fonctions de directeur général adjoint du FMI le 31 juillet 1999 pour effectuer son retour sur la scène politique ivoirienne. Au terme de 14 ans de service, Alassane Ouattara fait ses adieux à ses amis et collègues du Fonds monétaire international. Cependant, à y regarder de près, ce 3e séjour au Fonds monétaire n'en est pas moins un exil dont il semble reculer pour mieux sauter. Tanzanie, Cameroun, Burkina Faso, Guinée équatoriale et pour finir le Gabon. La tournée d'adieu d'Alassane Ouattara, directeur adjoint du FMI pour quelques semaines encore, tombait à pic. À Paris, il approuvait les décisions de Cologne et ajoutait, moins conciliant, que les pays africains eux-mêmes devaient se ressaisir. Personne n'est dupe, la tournée d'adieu d'Alassane Ouattara est aussi une tournée de présentation. Si le technocrate s'en va, c'est pour céder la place au candidat à l'élection présidentielle ivoirienne. Je l'ai dit, je le redis, que je rentrerai pour me présenter aux élections présidentielles d'octobre 2000 en Côte d'Ivoire. C'est un homme courageux. Et maman d'ailleurs, à un moment, elle-même, quand elle voyait que les gens n'avaient que d'espoir que Alassane devienne président de la République, elle-même, elle dit, ah, tu ne peux pas les décevoir. C'est ton destin, il faut que tu assumes ton destin. Le lendemain, il est désigné président du Rassemblement des Républicains, parti centriste et libéral fondé par le député Gianni Kobina 5 ans auparavant.
Il annonce alors son intention de se présenter à l'élection présidentielle de 2000 et estime bénéficier d'une parfaite éligibilité en remplissant les conditions requises en matière de nationalité, de filiation et de résidence. Mais c'est sans compter sur la détermination des autorités en place à lui barrer le chemin. Et en réaction, le pouvoir en place émet un mandat d'arrêt pour faux sur l'identité et usage de faux documents administratifs. Après qu'on ait rejeté sa candidature à l'élection présidentielle en 2000, nous sommes restés au téléphone pendant 1 heure de temps. Et il a passé le temps à me dire, Ibrahim, j'ai mal. Il y a des valeurs que j'ai cultivées toute ma vie. Et des gens comme le président du Conseil constitutionnel viennent fouler ça aux pieds. L'intégrité, l'honorabilité. Et ils se sont même permis d'insulter mes parents. De 1999 à 2000, Alassane Ouattara devant faire face à un environnement politique de plus en plus hostile, doit endurer de nombreuses épreuves. Interrogatoire de sa mère, emprisonnement de ses proches membres du RDR, annulation de son certificat de nationalité ivoirienne, incendie de son domicile, procédure judiciaire, exil. Commence alors un isolement progressif d'Alassane Ouattara et de son parti sur l'échiquier politique national. Durant plus d'une décennie, c'est la traversée du désert. Oui, nous avons passé des moments très difficiles quand nous étions dans l'opposition, notamment en 2000, en 2002 et en 2010. 2010. Après 10 longues années d'épreuves, Alassane Ouattara peut enfin présenter sa candidature à l'élection présidentielle ivoirienne. Comme vous le savez, nous avons eu plusieurs épreuves à traverser et il les a toujours traversées de façon très stoïque et de façon très calme aussi. Je crois que son calme nous aidait beaucoup parce que il essayait de régler les choses très calmement. Et dans la politique, vous savez, c'est pas comme dans le milieu bancaire, c'est plus difficile. Bien sûr, on a des ennemis et donc ce n'était pas simple. Heureusement qu'il avait le soutien de sa famille parce que durant cette traversée du désert-là, on l'a tous soutenu. Je crois que c'est ce qui l'a beaucoup aidé à continuer son combat. Avril 2011, Laurent Gbagbo est arrêté. Conscient du ressentiment qui habite alors bon nombre des partisans des deux camps, et craignant pour l'intégrité physique de son adversaire, Alassane Ouattara en appelle vigoureusement aux forces de défense pour veiller à ce qu'il ne lui soit fait aucun mal. La victoire d'Alassane Ouattara est alors reconnue par la conférence des chefs d'État de l'UMOA et par la CEDEAO. Elle est ensuite certifiée par l'Organisation des Nations Unies. Je le dis en toute franchise, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Il est tellement soucieux de son prochain. Je vais aller plus loin. Même ses adversaires politiques, il fait preuve de compréhension que vous ne pouvez pas imaginer. Les gens lui font des choses et il pardonne. C'est quelqu'un qui pardonne. Notre mère disait que, je vais vous dire en langue et puis je vais vous traduire ça. Alassane du souffrant, ça veut dire que Alassane, il pardonne trop. Dans une décision en date du 4 mai 2011, le Conseil constitutionnel ivoirien proclame M. Alassane Ouattara président de la République et prend acte des décisions prises par celui-ci. 2 jours plus tard, le 6 mai, il prête serment au palais présidentiel d'Abidjan, en présence notamment des membres du gouvernement, des diplomates, des responsables militaires et des chefs de partis politiques. Sa cérémonie d'investiture se déroule en présence des chefs d'États étrangers, le 21 mai à Yamoussoukro. Il a alors 69 ans, dont une dizaine d'années de combat politique pour faire admettre sa légitimité à briguer la magistrature suprême. C'est un jour qu'il attendait depuis 6 mois, celui de son investiture. Elle est placée sous le thème d'une Côte d'Ivoire rassemblée.
Ce jour est pour nous, peuple de Côte d'Ivoire, un moment historique. Mes chers compatriotes, le temps est venu de renouer avec les valeurs profondes de notre belle Côte d'Ivoire et de rassembler les Ivoiriens. Oui, rassembler les Ivoiriens. Chers frères, chères sœurs, célébrons la paix. La paix sans laquelle aucun développement n'est possible. L'avènement du président Ouattara se passe dans un environnement politique et financier difficile, à la fois sur le plan national, régional et international, déterminant sa politique économique et la nécessaire prise en charge de son financement. Alassane Ouattara appelle à tourner la page de la violence et parvient à stabiliser la situation politique du pays. Placer le pays à un niveau le plus élevé. Donc cette vision. Mais évidemment, il se donne les moyens également pour cette vision. Et c'est surtout, je crois, sa très grande capacité de travail. C'est un gros travail. Et c'est pour ça qu'il demande beaucoup à ses collaborateurs. Cette exigence-là, elle commence envers lui-même. Je pense que c'est un homme formidable. Et je pense que les Ivoiriens aujourd'hui, puisque je parle de son travail en tant que président de la République, je crois que les Ivoiriens se rendre compte de tout le travail qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire. Après son accession à la magistrature suprême, Alassane Ouattara confirme son irrésistible ascension. Bien évidemment, cette évolution n'aura pas été aussi linéaire que souhaité. En effet, sur le plan professionnel, sa nomination au poste de directeur général adjoint du FMI confirme une de ses particularités. Il n'est pas l'homme des superlatifs, mais bien celui des exceptions. Unique conseiller spécial du gouverneur Fadiga, président du conseil interministériel alors qu'il n'était pas ministre, unique premier ministre du président Félix Houphouët-Boigny, unique gouverneur honoraire de la BCEAO à ce jour et premier africain à s'être élevé dans la haute hiérarchie du FMI. Autre exception, devenu président de la République, Alassane Ouattara parvient en un temps record à sortir son pays d'une décennie de crise politique, économique, sociale, humanitaire et sécuritaire, en mettant en œuvre des mesures urgentes et surtout une stratégie globale de reconstruction et de développement. Ailleurs sur le continent, plusieurs pays ayant subi une situation similaire ne peuvent hélas se prévaloir d'un tel résultat après plusieurs décennies de politique de sortie de crise. Fort de ce bilan impressionnant, il sera réélu à l'élection présidentielle en octobre 2015, puis à nouveau le 31 octobre 2020. Franchement, la Côte d'Ivoire a beaucoup changé. Et les Ivoiriens même ils sont conscients de cela. Il y a des routes partout. Il y a des routes partout. Ça se voit vraiment que la Côte d'Ivoire est au travail. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'est plus ce que la Côte d'Ivoire était il y a 15 ans, par exemple. Vraiment, tout le monde le dit, tous ceux qui viennent. D'ailleurs, aujourd'hui, notre pays est devenu un pays où beaucoup de gens viennent, qui viennent en vacances, qui viennent pour les affaires, qui viennent pour investir. Et ça, je pense que c'est à Alassane qu'on le doit. L'ampleur de la tâche à accomplir n'aura jamais fait reculer Alassane Ouattara, surtout lorsqu'il s'agissait d'apporter des solutions adaptées aux besoins des économies africaines et de l'UEMOA en particulier. Son tempérament indique qu'il a toujours préféré donner plutôt que recevoir et demeurer stoïque, quelle que soit la situation. La vigueur et la rigueur de ses choix éthiques et moraux, sa probité et surtout son esprit de sacrifice constituent aujourd'hui encore le fondement des valeurs qui irriguent la personnalité d'Alassane Ouattara. Des valeurs qui lui ont permis de se hisser au fil du temps au sommet des institutions prestigieuses qu'il a servies avec une grande abnégation et à partir desquelles il a réalisé les prouesses dont il avait rêvé. D'abord pour la BCEAO et l'Union économique et monétaire ouest-africaine, ensuite pour l'Afrique à partir du Fonds monétaire international et enfin pour la Côte d'Ivoire comme Premier ministre et Président de la République. Économiste ambitieux et visionnaire, infatigable apôtre de l'excellence, aujourd'hui Président de la République de la première économie de l'UEMOA, le docteur Alassane Ouattara aura ainsi démontré par son parcours hors du commun que jamais n'ont marché ensemble la gloire et le repos. Un autre message fort destiné à nourrir la culture du travail et inspirer les générations futures de la Banque centrale, dont le deuxième gouverneur est un autre modèle à perpétuer.
La vision et l'héritage du président Alassane Ouattara, premier gouverneur honoraire de la BCEAO, demeurent bien conservés. Il a laissé son empreinte gravée dans le marbre des valeurs cardinales de l'institution communautaire, dont l'année 2022 aura permis de célébrer les 60 ans d'existence. Ce que je peux dire de mon frère, le président Alassane Ouattara, c'est que c'est un homme d'une très grande sensibilité. Il sait où il va dans tout ce qu'il fait. Je pense qu'il a ceci de particulier, c'est que quand un acte est posé, il est mûrement réfléchi. Cette période-là de ma vie est une période qui a été éclairée, enrichie, rendue possible par l'amitié qui s'est nouée entre Alassane Ouattara et moi. Quand il est là, deux fois, il sort de sa chambre, il vient, il dit « Ah, aujourd'hui, j'ai passé une bonne journée. » Tu penses qu'il va te dire que j'ai rencontré telle personne bien ici? Il dit « J'ai beaucoup travaillé, j'ai signé tant de dossiers. » Donc, il est content. Je crois que ma principale rivale, c'est son travail. Et je comprends qu'il a besoin de beaucoup travailler pour faire changer les choses. Il est tout pour moi. C'est vraiment un grand frère adorable. Il est très famille. Il aime sa famille. Vraiment, il est très humain. J'aime trop mon frère. Alassane est notre père. Vraiment, il est tout pour nous. Il nous a épaulés. Il a même épaulé nos enfants. Disons que notre père avait un âge certain quand nous avons commencé à être majeurs, et il a fallu quelqu'un pour quand même nous prendre en charge. Et Alassane a été cette personne qui nous a pris en charge. On ne le voit pas en tant que président de la République, on ne le voit pas en tant que grand frère, mais on le voit en tant que père. C'est quelqu'un qui a été très attaché. Il aime vraiment son pays. Sinon, ce qu'il a traversé, si ce n'est pas quelqu'un qui aime son pays, depuis longtemps, il aurait dû laisser la Côte d'Ivoire et puis aller se chercher ailleurs, d'après les Ivoiriens. Mais c'est quelqu'un qui est patriote. Il a fait beaucoup de sacrifices pour la Côte d'Ivoire. Ah oui, il est très amoureux de son pays, ça c'est sûr. Amoureux de son pays, je ne sais pas si c'est le terme, mais je dirais qu'il aime vraiment son pays. Il aime son pays. Je ne pense pas qu'il pourrait faire plus pour rendre service à son pays que ce qu'il fait actuellement. Vraiment.